écoutez Femme Kachayeko, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite questionner l'héritage colonial de la catégorisation raciale et de son impact dans nos sociétés. En compagnie de mon invitée Julia, nous discuterons du phénotype comme indicateur identitaire ou comment la race détermine notre identité et notre degré d'appartenance au sein même de nos communautés. Puisque je cite, « Quelle est la bonne couleur de peau pour être Saint-Martinoise ?» Bonjour Julia, comment vas-tu ? Allô, bonjour Mélissa, ça va super bien, je te remercie. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour en discuter. Je sens que la discussion à venir va être très riche, très intéressante. Et justement, la citation que je viens tout juste de citer, elle est de toi, Julia, de notre échange animé qui a précédé cette interview. Et pour tout te dire, cette phrase m'est restée coincée et touché le cœur sensible de tout mon questionnement sur l'identité. Quelle est la bonne couleur de peau pour être Saint-Martinoise, guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise et j'en passe. J'ai même envie de poursuivre en me demandant quel rôle joue notre couleur de peau à l'intérieur et l'extérieur de notre communauté. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Julia, dis-moi, qui es-tu ? Ben oui, écoute, c'est vrai que c'est vraiment une question très importante. Moi, je t'avoue que cette question, c'est quelque chose qui est au centre de mes préoccupations pas mal depuis que je suis enfant, en fait. Parce que c'est ça, donc comme tu mentionnes, selon ma citation, je suis Saint-Martinoise d'origine, mais guadeloupéenne, de naissance. Donc, pourquoi est-ce que je fais la distinction ? C'est que il se trouve que au moment de ma naissance, les hôpitaux, tout ça à Saint-Martin, c'était pas assez équipée finalement pour que ma mère me donne naissance. Donc on a dû toutes les deux être rapatriées en Guadeloupe. Donc il se fait que je suis née aux Abîmes en Guadeloupe. Donc dans le fond je suis guadeloupéenne. Mais je t'avoue que ce mot-là, cette identité-là, je ne peux pas m'y rattacher vraiment, ou en tout cas peut-être c'est un choix aussi de pas m'y rattacher parce que j'ai jamais vécu là-bas. J'y suis allée quelques fois en vacances, mais je suis vraiment Saint-Martinoise de cœur, d'origine, de tout ce qu'on veut. Et en fait, à la suite de tout ça, je sais pas si tu sais, mais en tout cas pour ceux qui savent pas, Saint-Martin c'est une île vraiment complexe et fantastique. Bon, certes parce que c'est mon île de cœur et d'origine, mais aussi parce que c'est une île qui est à moitié française et à moitié néerlandaise, ce qui fait qu'on a vraiment une super complexité en termes d'identité, de culture, de langue aussi. Par exemple, on utilise plusieurs monnaies. Donc c'est vraiment c'est comme un mélange de plein de choses, Saint-Martin. Et j'ai grandi côté hollandais, donc en étant dans les communautés néerlandaises et américaines anglophones, avec des parents francophones. Et dès finalement ce plus jeune âge, tu vois, je me suis dit attends, mais à quelle partie de Saint-Martin est-ce que je me rattache plus ? En sachant que Saint-Martin, on a le goût de se dire que c'est quelque chose d'unifié, une unité finalement. Ouais. Mais on se rend compte quand on cherche un petit peu plus loin qu'il y a toujours un passé colonial assez fort, assez important. Donc on fait tout de même des distinctions entre Saint-Martin côté français et Saint-Martin côté hollandais. Et donc tout ça pour dire que depuis que je suis enfant, je me pose cette question-là dans le fond, tu vois, de savoir ok, mais de quelle partie de l'île je viens ? Est-ce que c'est Saint-Martin en tant qu'unité, en tant que la Friendly Island, ou bien Saint-Martin juste côté français ou hollandais ? Et donc finalement, pour aller un petit peu plus loin dans mon questionnement, j'ai décidé de déménager aux États-Unis, à Boston, pour finir mon lycée là-bas. Donc là aussi, en termes d'identité, gros choc d'aller finalement vivre ce rêve américain entre guillemets qu'on nous vend depuis qu'on est enfant dans les films et tout ça, et que finalement quand t'arrives proche de la réalité, tu te dis ah ouais, c'est pas si chouette. Peut-être il faut que je revienne à mes bases, tu vois. Ouais. Et puis en tout cas je dis ça, mais tu vois, c'était fantastique. Si j'avais à le refaire, je le referais simplement aussi pour la maturité que ça m'a amené, mais aussi l'expérience puis la finesse culturelle que ça m'a amené.
Et par la suite, j'ai décidé de continuer mon voyage finalement et de m'installer à Montréal. Donc là, ça va faire, je sais pas loin de 10 ans quand même. Que t'es à Montréal. Wow. Ouais. Exactement. Et ce qui d'ailleurs est très drôle parce que j'ai fait plusieurs études en anthropologie, sociologie, comme quoi la culture et la société, ça a toujours vraiment été des grosses questions pour moi, même jusque dans mes études. Et par la suite, en fait, j'ai fait une maîtrise en communication interculturelle en me disant, écoute, ça, ce serait pour moi finalement une manière de rejoindre tous mes intérêts, tous mes centres d'intérêt et toutes les personnes que je suis en fait à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment drôle là aussi parce que j'ai décidé d'étudier l'identité en tant que telle à travers la migration. Et j'ai suivi une femme montréalaise d'origine polonaise dans sa vie à Montréal. Et j'ai vraiment questionné à savoir, ok, mais sachant que tu es d'origine polonaise et que tu habites à Montréal, est-ce que tu te sens montréalaise, québécoise, canadienne ou bien polonaise? Parce que c'est vrai qu'ici à Montréal, on a aussi cette complexité un petit peu finalement comme Saint-Martin jusqu'à un certain moment. Puis d'ailleurs, pas mal comme les places colonisées finalement, parce qu'ici aussi on est sur une île qui a été colonisée et qui est toujours en proie entre la francisation, l'anglicisme. C'est comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, t'as toujours des grosses tensions, je dirais, politiques et identitaires des Québécois, des Montréalais aussi, et aussi du Canada, des Canadiens, parce que dans le fond, on fait partie d'une plus grande unité qui, finalement, en tant que Québécois ou Montréalais, tu peux ne pas t'identifier du tout. Donc c'est ça. Je te dirais en gros, pour l'instant, c'est ça. Ok, ça marche. Du coup, tu as un petit peu répondu à ma première question sans le vouloir. Mais tant mieux. Puisque je m'étais demandé, en fait, quand as-tu pensé que la race était un indicateur identitaire, notamment parce que je rebondis sur ta citation. Je sais pas si pour toi, ça a de l'importance de nommer ton phénotype, dire, enfin pour la pertinence de cet épisode ou pas du tout, mais c'est vrai que je me suis demandé en fait, c'est à partir de quand as-tu pensé que la race était un indicateur ou pouvait être un indicateur identitaire en fait? Écoute, je te dirais que à cette question, bien sûr, je trouve que c'est vraiment important de se poser la question, peu importe ta couleur de peau d'ailleurs, de là où tu viens. Moi personnellement, c'est arrivé, je pense, la première fois où je suis retournée en Guadeloupe. Donc j'étais enfant. Et en fait, la première fois où finalement j'arrive à m'en souvenir aujourd'hui, on a passé les douanes, parce que même si c'est un État français, enfin un territoire français, ça reste qu'entre Saint-Martin et la Guadeloupe, il faut passer une douane. Et en passant la douane, quand j'ai donné mon passeport et que la dame m'a regardée, elle m'a dit, toi, t'es guadeloupéenne? Et je lui dis, bah oui, je suis née aux Abîmes. C'est écrit sur mon passeport. Et puis, tu sais, j'étais comme un peu gênée. Elle était genre, mais c'est pas possible. Mais t'es sûre que t'es guadeloupéenne? T'es sûre? Je lui dis, bah oui. Elle m'a dit, oui, mais t'es blanche. Parce que c'est vrai, je suis blanche. Et puis là, tu sais, je pense que du haut de mes 7-8 ans, j'étais comme, je sais pas trop quoi te répondre, madame. Donc, j'avais juste dit, ben c'est ça, oui. Et puis, j'habite à Saint-Martin avec mes parents. Et puis, derrière, mes parents sont arrivés. Puis, c'était comme, oui, on a continué la conversation. Puis après, on est parti, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que de souvenir, c'est la première incartade, entre guillemets, petite, presque mini-violence quotidienne que j'ai pu vivre où on a remis en question finalement mon identité, mon appartenance aux Antilles finalement, à mon île, à mon lieu de naissance quelque part, parce que c'est ça, comme je te dis, je m'identifie pas guadeloupéenne, mais ça reste que je suis née là-bas, tu sais. Donc finalement ça aussi, ça m'a donné lieu à des questions comme, est-ce que on peut dire que tu appartiens à un endroit si t'es né là-bas, ou est-ce que c'est à partir d'un certain nombre d'années qu'on peut dire que tu es de ce lieu-là? Est-ce que à quel point est-ce que tu es reconnu dans la communauté locale aussi? Parce que tu vois, à Saint-Martin, je me suis en grandissant, en tout cas, je me suis jamais questionnée, on m'a jamais remis en question. On m'a toujours dit, bien sûr, t'es Julia, t'habites à tel endroit, t'as fait telle chose, tu connais tout le monde, tu vois, tu connais telle personne. Parce que Saint-Martin aussi, petit village, comme oui, non, c'est de manière générale, tu vois. C'est tout petit, donc tout le monde se connaît. Bien sûr. Donc j'ai pas eu à me justifier finalement, ou à me positionner. Et c'est vraiment lorsque je suis sortie de Saint-Martin, donc en Guadeloupe, mais aussi après plus tard en allant aux États-Unis ou
en Europe, principalement en France, où là vraiment ça m'a été remis finalement un peu en pleine face en me disant où tout le monde était comme mais tu peux pas être des entités blanches. Je dis comme mais est-ce que finalement être antillais c'est une couleur de peau? Est-ce que être Saint-Martinoise ça marche pas parce que j'ai comme pas la bonne couleur de peau entre guillemets? C'est tu vois, et puis comme tu l'as mentionné dans ma citation, c'est quoi la bonne couleur de peau finalement pour être Saint-Martinoise? Est-ce que c'est se conformer finalement à une idée préconçue qu'on peut avoir, qui descend d'ailleurs du colonialisme, parce que c'est sans prendre en compte tous les métissages, les magnifiques couleurs de peau qu'on peut avoir aux Antilles, tu vois. Donc voilà. Ce serait un peu ça. Et justement, du coup, je vais poursuivre sur ce que tu as dit, puisqu'en effet, la question de la bonne couleur de peau méconnaît, j'ai même envie de dire négationne complètement tout cet héritage qu'on a pu avoir colonial esclavagiste, dans le sens où certes il y a eu, c'est quand même oublié aussi qu'il y avait des peuples natifs qui vivaient sur les îles, qui existent toujours, la suite de la mise en esclavage des peuples, de certains peuples africains. De personnes africaines arrivées sur les territoires coloniaux. C'est par la suite ramener en fait des personnes racisées des autres colonies, comme j'aime toujours le dire, pour bien appuyer ce petit truc. Mais et là j'ai oublié. Oui. Le second hand, la réutilisation, comme la réutilisation des colonisés. Donc, on a tout ce mélange-là, et c'est vraiment de penser que les personnes vivant sur les territoires outre-marins français ne seraient que noires, ou seraient de la couleur du coup d'une chabine, donc qui est en fait une personne dont le métissage remonte à si longtemps qu'on ne saurait le déterminer. Mais c'est vrai que ça pose toujours la question que habiter aux Antilles, venir de la Caraïbe, équivaut à une couleur précise, et ça équivaut forcément à parler à cet imaginaire colonial, avec la doudou, avec le peuple noir bien sympathique. Il y a aussi plein de préjugés qui vont avec le fait que, parce que bien évidemment la couleur fait aussi l'identité, mais il faut aussi la culture. Donc si t'es pas noir, tu fais pas tel truc comme les autres Antillais, tu aimes pas tel truc comme les autres Antillais. Et je pense que quand t'arrives à ce point-là, surtout à l'extérieur, et où que tu pars, du coup il y a toute cette mouvance de partir. C'est comment l'identité peut, en fait, quels sont les obstacles que l'identité, que celle que finalement tu t'identifies à, tu es Saint-Martinoise, tu t'identifies comme étant Saint-Martinoise, et comment finalement on challenge ton identité d'un point de vue extérieur et colonial. Et tu vois, pour aller même plus loin, c'est que on questionne aussi souvent mon accent, parce que là, bon, ça va faire 10 ans que je suis à Montréal, donc ça se peut aussi que j'ai des intonations québécoises maintenant. Mais de prime abord, les gens ici à Montréal me croient pas quand je leur dis que je viens de Saint-Martin. Au départ, ils sont comme « Non, mais tu viens d'où? En France ?» Je leur dis « Mais c'est parce que, de un, la France, c'est multiple. Même si je ne m'identifie pas du tout en tant que Française et que je ne connais franchement rien à la géographie française, je suis désolée. Malgré tous mes cours d'histoire géo, c'est pas mon truc. Et je suis comme mais en France, la France, c'est pas juste la métropole. Il y a tellement d'identités multiples à l'intérieur de la France et de tout ce que regroupe la France, parce que justement, il faut pas oublier le passé colonial. Et est-ce qu'on parle encore de passé, ou finalement on n'est pas trop sûr? Ouais, c'est clair. Ça aussi, ça dépend. C'est surtout quand on te dit mais tu viens d'où de France, c'est assumer que forcément parce que tu es blanche, tu viens de la France. Exactement. Et que la bonne couleur de la France, c'est être blanc. Oui, exactement. C'est ouf, hein. C'est un truc de malade. Et je t'avoue que maintenant, depuis les années, puis aussi à travers mes études et les différents emplois que j'ai pu occuper, ou les différents projets que j'ai menés avec des gens ici dont je vais te parler dans quelques minutes, maintenant ça m'énerve moins, parce que je comprends en fait qu'il y a des stéréotypes, que finalement peut-être que nous on est là pour aider les gens à les déconstruire, et à quel point c'est important de s'ouvrir à autre chose et à toutes les différences qu'on peut vivre finalement. Mais notamment, ça me fait penser à un projet qui finalement n'a jamais vu le jour, mais avec une personne à Montréal que j'ai rencontrée à la suite de mes études, qui est très versée dans le modèle interculturel entrepreneurial ici, donc qui aide beaucoup les populations ultramarines
lorsqu'elles arrivent sur le territoire à pas vraiment s'adapter, mais comme comprendre certains codes culturels qu'il peut y avoir ici. Par exemple, par rapport aux horaires de nourriture, tu vois, je te dirais, ici, on mange le soir et les 6 heures, tu vois. Moi, ça me dépasse. mais c'est un truc, tu vois. Ou que le week-end, on fait un brunch. C'est très, très, très courant. Ça aussi, on rentre dans un stéréotype. Mais il reste que dans certains codes culturels, c'est comme ça, tu vois. Par rapport à la bouffe surtout, j'en parle. Ouais. Et on avait eu l'idée de mettre en place des formations finalement sur l'interculturel pour inviter les personnes qui sont déjà sur place sur le territoire montréalais, mais aussi les personnes qui arrivent à être ouvertes et à ne pas à un premier jugement ou à une image finalement qu'ils peuvent avoir. Mm-hmm. Et il se trouve que cette personne et de couleur noire, en tout cas, et enfin métissée finalement. En tout cas, elle est, c'est ça. Elle a grandi en métropole. Elle s'identifie en tant que française, mais pourtant, elle a cet aspect. Elle est rattachée quand même aux Antilles de par sa couleur de peau, mais aussi de par l'héritage culturel de son père. Et c'est particulier parce que dans nos conversations, elle me disait mais c'est fou parce que les gens à chaque fois me disent mais non mais vraiment tu viens d'où? C'est comme ils veulent comme pas accepter que je leur dis mais je viens de Paris en fait, de France, de métropole Paris. Et en fait les gens ne veulent pas l'accepter, on n'accepte pas sa réponse de par sa couleur de peau. C'est pour ça qu'ils re-questionnent finalement. Et là je dis mais c'est fou parce que moi je vis la même chose, mais à l'inverse, en étant blanche, quand je leur dis mais je viens de Saint-Martin, ils me disent non mais pour de vrai, tes parents viennent d'où? Et je suis comme mais est-ce que finalement nos identités sont aussi rattachées à celles de nos parents, de là où ils viennent? Enfin, c'est vraiment des grosses questions en termes de migration aussi. À quel point est-ce que ton identité se déplace avec toi? Comment est-ce que tu t'y rattaches? Plus le temps passe, mais plus tes espaces aussi de vie changent. Ouais. Et en tout cas, avec cette personne, on voulait mettre en place une formation à propos de l'interculturel. Et en ayant un clash de départ à ce que les gens s'attendent à ce que ce soit donc ma collègue qui fasse cette présentation, cette formation de par sa couleur, en étant comme plus qu'elle ait plus le droit de le faire finalement, et que lorsqu'ils arrivent dans la salle, on leur dit bah non en fait c'est moi qui vais la donner, puis bah il se trouve que moi je suis antillaise alors que ma collègue est métropolitaine, mais pourtant je suis blanche, elle est métisse. Et donc malheureusement ça n'a pas vu le jour, mais c'était vraiment une belle idée au départ pour challenger finalement les construits sociaux qu'on peut avoir et les attentes qu'on va avoir envers des personnes, des populations, et toute l'historique qu'on va se faire sans même connaître la personne en fait. Quand la couleur de peau devient ton identité, les gens ont des questions tellement intrusives. Je sais pas à quel moment je me dirais d'une personne que je viens de connaître durant les 10 dernières secondes, d'être super insistante en disant non mais tu viens d'où exactement? C'est ça. Comme si la question pouvait se poser. Si je te dis que si je te dis que je suis par exemple, je dis des bêtises, mais je suis vietnamienne, enfin qui es-tu pour me dire non en fait? Exactement. Et je vais rebondir justement sur ce que tu disais, la migration et partir aussi. Et justement, dans ton mémoire, tu t'intéresses à la notion de négociation identitaire en suivant, comme tu l'as dit précédemment, le parcours de cette femme polonaise. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que finalement la négociation identitaire? Oui, bien sûr. En fait, je t'avoue que à travers mes études, je me suis rendu compte à quel point on parle d'identité en tant que mot valise un petit peu, dans le sens où on va mettre tout et n'importe quoi se rapporte à l'identité. Et quelque part, c'est un petit peu vrai parce que c'est tellement complexe. Mais je trouvais que d'un point de vue plus théorique et sociologique, donc pour comprendre finalement la société dans laquelle on évolue, puis le rapport qu'on peut avoir aussi au construit qu'on va nous léguer finalement, parce que ça aussi c'est une question de descendance quelque part, donc d'où l'importance de reconnaître l'héritage colonial et le fait qu'on n'est peut-être pas passé vraiment à autre chose finalement. Ouais, tout à fait. Et je me suis rendu compte que c'est ça, on voyait vraiment souvent soit l'identité comme quelque chose de fixe, donc comme on le mentionne, qui est rattaché à une seule chose ou une seule chose principalement, comme par exemple une couleur de peau, et que ça niait totalement le fait que ton identité, elle peut changer. La preuve, tu grandis
quand tu es enfant et versus quand tu es adulte, tu t'identifies pas de la même manière. Peu importe où tu es, t'as pas les mêmes amis, tu as pas la même expérience de vie non plus, tu es pas allé à la même école, tout ça. Donc ça fait que là, ton identité, techniquement, elle change. Si on part du principe que c'est complexe, puis que ça se remodule à chaque fois que tu fais un changement dans ta vie. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, selon moi, avec tout ce que j'ai dit, une identité, ça se négocie. Parce que finalement, peu importe devant qui tu es ou ce que tu fais, tu ne vas pas te présenter de la même manière. Donc, dans ce sens-là, même si tu t'identifies à quelque chose, tu ne vas pas décider de mettre en avant les mêmes choses selon la personne à qui tu t'adresses. Donc, par exemple, tu vois, j'aurais pu commencer en disant, bah écoute, je suis fan de plantes. Tu vois, il y en a plein partout. Mais est-ce que vraiment c'est le sujet d'aujourd'hui ? De 1, je pense pas. De 2, est-ce que finalement ça t'intéresse ? Je suis pas sûre non plus. Alors que c'est ça, tu vois, si tu m'avais dit, ah, écoute, aujourd'hui on va parler d'horticulture, je vais dire, écoute, tu sais pas quoi, je suis fan de plantes. Mais c'est pas le cas. Donc, tu vois, par exemple, là, je viens de négocier mon identité en commençant le podcast parce que j'ai décidé de mettre en avant des choses qui se rattachent à mon identité, ou en tout cas que moi, auxquelles je m'identifie. Mais qui, peut-être, la personne lambda dehors, c'est pas il s'en fiche, tu vois, et je vais me présenter en tant qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à explorer, c'est ça, cette notion de négociation que j'ai rattachée à la notion d'identité dans le parcours migratoire, qui selon moi, en tout cas pour mes études, était encore plus important à travers le parcours migratoire, parce que comme je te dis, tu négocies ton identité au quotidien dans ce que tu fais, mais alors on peut même pas commencer à imaginer à quel point tu dois négocier ton identité quand tu voyages, quand tu te déplaces finalement de ta communauté, de ton espace de vie, comment ça se passe. Et là, ça nous ramène aussi à une question qu'on a évoquée un petit peu plus tôt, c'est à quoi est-ce que tu vas te rattacher ? Comment est-ce que les autres vont te percevoir et comment est-ce que toi, tu vas décider de t'identifier, mais aussi de te revendiquer quelque part ? Ouais, complètement. Donc, parce que du coup, toute la migration, c'est de savoir aussi comment tu peux préserver cette identité de toi-même. Alors, encore une fois, on n'est pas dans on est dans la communauté antillaise, est une communauté plutôt large. Nous, on sait en tant qu'Antillais que la représentation raciale est très variée et très différente, mais il n'en devient que on est toujours la minorité dans la norme. Et quand on se retrouve à migrer dans des endroits qui n'acceptent pas le fait que notre couleur de peau ne soit pas associée aux stéréotypes qu'ils connaissent, c'est vraiment dur d'arriver à protéger l'identité qu'on a, parce que se préserver son identité, c'est aussi se préserver soi-même. Et quand tu dis négociation identitaire, je pense très souvent à alors je pense très souvent à ce moment où quand j'étais en France et je commençais à dire que j'étais guadeloupéenne, parce que pour moi, comme toi, j'ai jamais su qu'est-ce que c'était française, peut-être éventuellement bretonne du côté de ma mère, puisque il y a certains trucs que j'ai chopés d'une culture en plus très particulière, parce que les Bretons, je vais pas m'étaler, mais il faut aussi faire la part des choses entre Finistère, Côte d'Armor. Donc moi je suis Finistère Sud, faut rester là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, quand je me présente aux gens, je dis que je suis guadeloupéenne. Et quand je suis arrivée en France à mes 17 ans, du coup 17 ans et demi, j'allais presque avoir mes 18 ans presque. Enfin bref, je me rappelle que quand je disais que j'étais guadeloupéenne, il en venait toujours à me dire mais tu ne fais pas guadeloupéenne. Oui. Ou on me disait que je n'ai pas d'accent. Et c'est vraiment dur parce que tu te retrouves dans un pays que tu ne connais pas quelque part. Je ne connaissais pas plus que ça la France métropolitaine d'un point de vue territorial, c'est-à-dire que les gens ont une culture complètement les Français ont une culture différente, une histoire qui est certes liée à la nôtre, mais qui est aussi particulière. Et c'est vrai que quand quelqu'un me dit d'où il vient, je ne sais pas si j'aurai l'audace de dire tu ne ressembles pas trop à ce que j'aurais pu imaginer de l'endroit d'où tu viens en France. Et c'est dur parce que c'est tellement violent. C'est très violent qu'on te renie cette identité qui est toi, une part de toi, mais qu'en plus ce soit des personnes qui soient complètement extérieures à ta communauté, qui reprennent, parce qu'il y a un ascendant aussi du point de vue que les personnes qui te disent ça en général sont des personnes faisant partie de la norme. Donc il y a cet ascendant, tu vois, qui fait que je vais te dire en tant que norme,
toi, minorité sur le territoire métropolitain, que tu ne fais pas partie de ce que j'ai imaginé, de ce que pouvait être une Guadeloupéenne. Et du coup, tu te dis, donc là, je suis en train d'être recatégorisée racialement par une personne blanche, puisqu'en grande majorité, c'était des personnes blanches qui me faisaient cette remarque. Ça, en plus, oui, c'est ça. Oui, tu vois, et ils me recatégorisent. Et c'est très violent parce que parler de négociation, c'est aussi essayer de faire comprendre aux gens que ce que je vais te dire, même il va falloir que tu l'acceptes parce que on ne peut plus négocier à certains moments. Exactement. Quelquefois, on le fait, on dit, on choisit toujours les bons trucs qu'on veut dire ou quoi, je sais pas. Mais il y a des moments où cette négociation n'est plus possible. Parce que sinon, tu te perds toi-même dans les attentes complètement idéalisées des individus qui t'écoutent. Qui t'écoutent, qui pensent t'écouter, qui t'entendent, mais qui ne t'écoutent pas, finalement. C'est ça. Tout à fait, qui n'accueillent pas d'ailleurs cette identité finalement. Donc c'est aussi pour ça que, comme tu le dis, de parler de négociation, parce que à un moment, quand tu négocies par exemple un contrat, ça doit s'arrêter. Là aussi, une négociation identitaire, ça s'arrête, parce que c'est comme, écoute, je me module quelque part, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, à l'environnement et l'espace dans lequel j'évolue là, dans ce moment T. Mais je vais pas aller jusqu'à accepter totalement ce que tu me dis, parce que c'est moi, c'est moi en tant qu'humain, c'est mon identité, et puis c'est moi qui décide à quoi je me rattache aussi. C'est pas toi qui va me le dicter. Et ça doit être difficile, je suppose. Dans ce cas-là, comment t'as pu alors, j'ai parcouru ton mémoire, j'ai souligné quelques passages. Je sais pas si je vais réussir à les retrouver, mais je sais qu'il y a un moment, en fait, la femme que tu interroges avait comme des sortes de stratégies aussi pour garder son identité intacte, mais en même temps pouvoir s'assimiler dans l'environnement nouveau dans lequel elle finalement elle intégrait. Et je pense que quand en effet on migre, il y a ce côté encore une fois, on est toujours dans la négociation pour que ton identité d'origine, entre guillemets, puisse coïncider avec le fait que tu es migré de façon volontaire ou involontaire, et que l'identité qu'on te donne, finalement, arrive à coïncider avec cette nouvelle culture. Et en même temps, je suppose que quand on te fait déjà sentir que tu n'es pas assez de cette identité d'origine, je sais pas comment tu peux... cop, en fait, je sais plus comment on dit. Comment on dit cop en français? La loose. Contrebalancer. Fuck. le problème de vivre dans plusieurs langues. Ouais, de ouf. Tu commences à mélanger tes mots de français. Mais je pense que vous avez dû comprendre, même les internautes qui nous écoutent, vous avez les internautes, mes auditeurs. Ça va pas là. Les auditrices, je pense que vous auditrices et auditeurs et X, je pense que vous nous avez compris. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où au sein de ton mémoire, finalement, on découvre ces stratégies aussi. Comment la migration se joue et quel est son impact sur l'identité. Ouais, tout à fait. Ça part beaucoup des stratégies interculturelles qui ont été théorisées par quelqu'un qui s'appelle Camille Camilleri. C'est super intéressant. Si jamais vous avez l'occasion de lire, c'est vraiment c'est en plein là-dessus sur les stratégies qu'on peut avoir en tant que personne migrante. Dans un lieu finalement qui est un lieu d'installation, parce qu'au départ quand tu immigres aussi, oui, même si parfois c'est choisi, parfois ça l'est pas, ça reste que tu viens t'installer dans un nouvel espace. Donc qu'est-ce que tu ramènes avec toi et à qui est-ce que tu montres ce que tu as ramené. Donc par exemple, je pense ici à dans mon mémoire notamment, on a beaucoup parlé avec la personne que j'ai suivie de l'importance de la nourriture et du respect des fêtes religieuses par exemple. Donc comme quoi elle m'expliquait non, nous la nourriture c'est vraiment on a des places favorites auxquelles on va chaque année pour acheter tel élément, telle épice, telle chose. Sinon à telle période de l'année, j'ai tendance à cuisiner ce gâteau-là, par exemple, parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance associés à quand j'habitais en Pologne ou à mes grands-parents, tout ça. T'as aussi une stratégie que elle avait mis en place, c'était de savoir qu'elle pouvait retourner souvent
quand même dans son pays d'origine qui est la Pologne, parce que s'il faut dire que cette personne c'était particulier parce qu'elle arrivait à Montréal sans vraiment savoir que c'était pour immigrer. On lui a pas vraiment dit, donc elle a découvert finalement un mois plus tard que elle allait faire sa vie ici, puis qu'il n'y avait pas vraiment d'option pour rentrer en Pologne. Donc ça aussi en termes de négociation identitaire complexe au possible, parce que à quoi est-ce que tu te rattaches? Là finalement elle n'avait pas eu le temps de choisir qu'est-ce qu'elle amène qu'est-ce qu'elle amène de polonais avec elle, de quelle manière est-ce qu'elle va pouvoir finalement revendiquer sa polonité, tu vois, à l'externe. Et je pense que c'est quelque chose, en tout cas, que de ce que je comprends dans notre conversation, qu'on peut vivre, finalement, que tout le monde peut vivre, tu vois, bien sûr. Dans l'immigration, parce que, tu vois, si je te parle de mon vécu personnel, moi, je t'avoue que les épices que j'ai ici, c'est que des épices que j'ai ramenées de Saint-Martin, parce que je trouve que les épices que je peux trouver ici, ils goûtent pas. Ils goûtent juste pas. Genre, mon curry, il goûte pas, tu vois, ici. Ou le curcuma, ou tu vois, tout ça, ça goûte juste pas. Alors que ceux que je ramène aussi, certes, c'est associé à un espace de cœur, un espace de vie, un espace des racines, tu vois. Mais ça reste que mes épices viennent de Saint-Martin. Je ramène de la vanille, je ramène de la cannelle, je ramène du rhum. Parce qu'en plus, ma mère, c'est ça, fait à une production de rhum arrangé. Donc, j'en amène toujours. J'ai toujours du rhum. Tu vois, et ça aussi c'est terrible parce que je décide de m'identifier par rapport à ça, ou en tout cas ça me rappelle chez nous. Et en même temps, quand j'ai des gens qui viennent à la maison, ils savent directement que j'ai du rhum, tu vois. Et c'est comme un peu une attente d'être comme, ah ouais, mais tu sais, tu viens des Antilles, donc c'est sûr que t'as du rhum chez toi. Et parfois je suis un peu entre deux, parce que je suis comme, en effet, je suis fière d'avoir du rhum chez moi, je suis antillaise, et alors. Et en même temps, il y a d'autres moments, je me dis, mais est-ce que finalement, si j'en ai plus, je suis moins antillaise? C'est quoi? Tu vois? Et en plus, sur la nourriture, t'as complètement raison. Et sur la question du rhum, c'est pas forcément quelque chose que je bois tous les dimanches. Tu fais pas des petits punchs tous les jours. Voilà, tu vois, mais j'aime bien savoir que j'ai une bouteille de rhum, que j'ai au moins 1 à 2. Je choisis mon rhum, je choisis mes épices. Je suis comme toi lorsqu'il faut que je parte, lorsque je fais mes voyages, parce que du coup, je vis à Berlin. Donc j'avoue que par exemple en mai, je sais que je vais partir pendant 1 mois si je peux, en ces moments difficiles de Covid. Donc je sais que je vais partir en mai. Je sais déjà que j'ai pris une valise. J'ai une valise, un sac en cabine. Les 2 ne vont pas être remplis de vêtements. Et c'est vrai que dans le côté du rhum, des fois on peut se dire, est-ce que je tombe trop dans les clichés? Est-ce que je suis pas assez dans le cliché? Et tu te rends compte que vivre une identité à l'extérieur de sa communauté, à l'extérieur en fait de son territoire communautaire, est vraiment compliqué, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux représenter. Tu sais pas qu'est-ce que tu veux donner à représenter aux autres. Et en même temps, t'as besoin de ce genre de choses, parce que même si c'est cliché ou pas, ce sont des choses qui, en effet, sentimentalement parlant, t'évoquent des souvenirs, te rappellent ton enfance, ou te rappellent un coin. Je sais que quand je pars, mon père, il faut qu'il me fasse du sucre à coco. Tu vois, mais j'en ramène. J'en ramène. Enfin, c'est quelque chose que j'ai besoin d'avoir. Et il y a vraiment ce côté de la connexion, et doit être constamment présente. Parce que sinon aussi, dans cette encore une fois, on en revient toujours à cette négociation, mais dans cette migration identitaire et dans cette négociation identitaire, on a besoin d'avoir des attaches très ancrées dans le pays dans lequel on immigre. Sinon, en fait, on devient, je pense, complètement aliéné. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi, et d'où aussi l'importance finalement, quand tu arrives quelque part, de savoir que tu peux te rattacher aussi peut-être à des gens, pas juste à des éléments matériels ou culinaires, tu vois, mais à des gens. Parce que tu vois, en fait, c'est intéressant, parce que tout ce que tu me partages, ça me fait penser au fait que ici, tu vois, à Montréal, on a énormément de communautés culturelles, mais on a aussi surtout une grosse communauté saint-martinoise qui est sur place. Et c'est vraiment particulier, parce que il y a des gens qui décident de complètement s'y rattacher, donc ils vont juste
être avec des personnes saint-martinoises que on connaît depuis des années, que on se connaît sur plusieurs générations, tout ça, tout le monde se connaît. Ok, donc là t'as les personnes qui vont décider de rester dans ce groupe-là, dans ce cocon-là finalement, parce que il y a un aspect peut-être rassurant aussi de ça. Bien sûr. Tu es parmi des gens qui vont pas du tout revendiquer ton identité, déjà, de un, parce qu'ils acceptent exactement comme tu es, ou en tout cas comme tu es, qui ont suivi finalement ton parcours et ta négociation identitaire, parce qu'ils ont dû faire la même chose eux aussi en se déplaçant. Et en même temps, tu as des personnes qui rejettent totalement cet aspect-là, qui ne veulent plus du tout entendre parler de Saint-Martin, qui quand ils croisent des gens de Saint-Martin, ils sont comme « Ok, je tourne la tête, je veux pas te parler ». Et c'est vraiment particulier parce que c'est ça aussi, je sais pas, je trouve que ça démontre une richesse de choix aussi, que finalement, ton identité, oui, t'as une partie qui t'est comme imposée quelque part, mais à la fin, t'as quand même un choix de savoir à quoi est-ce que tu veux te rattacher et comment est-ce que tu veux te présenter. C'est ça, à l'extérieur de ton territoire ou de ta communauté, finalement. Et ce que tu dis dans la question du choix, ça me rappelle du coup mon interview avec Paola, qui dit qu'en étant burkinabé, finalement allemande, française, mais ayant encore une fois, étant né, merci, étant né en Martinique, ayant grandi toute sa vie en Guadeloupe, et de la question de son choix finalement de s'identifier en tant que Guadeloupéenne. Et c'est vrai, il y a vraiment ce côté du choix. Et je pense que c'est important parce qu'on oublie que les gens ont le choix de se rattacher ou non à une identité particulière, et que dans ce que les gens doivent accepter et respecter, c'est le fait que ce choix est propre. Bien évidemment, il y a beaucoup je vais pas parler sur ce sujet, mais il y a la question de la transnationalité, quand on se déplace d'un point à un autre et on décide finalement de ne plus, comme tu viens de dire pour les Saint-Martinois, finalement c'est ça aussi, c'est de ne plus accepter cette identité et de partir vers une autre, et que cette nouvelle nationalité sera notre nouvelle identité. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté de passer ce point des nations. Mais là encore, ça j'en parle pas, et c'est ce qui se passe de toutes les façons dans le choix migratoire, parce que des gens font des choix aussi, soit pour s'assimiler, soit pour être sûr de bien s'intégrer, parce qu'en fait aussi quand tu immigres, il y a des choix dans ton immigration propre qui fait que la raison pour laquelle tu immigres aussi peut être pour des raisons économiques, sociales, voilà, complètement. Et du coup, à chaque fois, l'identité, comme tu dis, et c'était très juste de dire qu'il y a toujours un choix dans cette identité-là, dans ce choix identitaire. Tout à fait. Et je trouve que ça amène tellement de complexité, puis de violence aussi, de se rendre compte à quel point tu as un choix. Parce que c'est ça, quand tu te déplaces, de t'assimiler finalement, de t'auto-assimiler à ta culture d'installation finalement. Mais tu as aussi le choix de complètement la rejeter, tu as le choix de t'affilier, donc de finalement choisir entre les deux, ce que tu préfères et ce que tu préfères laisser faire en se disant « Oh, ça c'est pas trop pour moi ». C'est magnifique parce que tu as ce choix, t'as une variété fantastique d'identité finalement auquel tu peux te rattacher. Mais finalement, c'est très violent parce que peu importe ce que tu vas choisir, il y a toujours quelqu'un qui va pas être d'accord et qui va la remettre en question. Donc, c'est d'autant plus important, selon moi, de voir ça comme une négociation, parce que c'est à toi de savoir avec quoi t'es le plus à l'aise finalement. Et de te rappeler que il faut choisir tes batailles aussi quelque part, que même si tu as décidé d'aller pour l'assimilation, la filiation, le rejet total, c'est OK. C'est parce que c'est ton choix finalement. Et que dans tous les cas, il y a des gens qui vont la remettre en question, te challenger là-dessus et qui vont te dire moi si j'étais toi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ben oui, mais t'es pas moi. Donc, j'ai pas envie de tomber dessus. Ouais, c'est le côté de savoir s'autodéterminer qui est toujours problématique. L'autodétermination de soi a toujours été quelque chose de très problématique, puisque l'autre est censé nous déterminer, puisque quelque part, je sais plus si c'était quel philosophe disait ça? Je suis vraiment nulle avec les noms d'auteurs et en général, mais puisque l'autre détermine ta vision du monde, puisque plus on rencontre de personnes, plus on a une vision particulière du monde, c'est aussi l'autre qui te détermine. Mais la question de l'autodétermination a toujours été quelque chose de
tellement particulier qu'il a fallu qu'on inscrive ça dans une charte internationale. Donc l'autodétermination des peuples, tu vois. Donc c'est vrai que et je pense que malheureusement ça va être ma dernière question. Dommage, mais ça va être ma dernière question. C'est vrai que tu vois, genre, quand on évolue, en fait, parce que là je parle de notre point de vue, enfin guadeloupéenne, saint-martinoise, deux femmes aussi, donc on est toujours assez, enfin je le dirai jamais non plus assez, on est toujours à l'intersection des discriminations, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on évolue dans des sociétés, dans nos sociétés respectives, au travers d'une échelle raciale héritée de l'esclavage, du colonialisme, qui suppose que notre couleur de peau détermine notre appartenance culturelle, sociale, de classe aussi, au sein de nos communautés. Et cependant, cette échelle n'est connue, et on l'a vu, toi et moi, n'est connue qu'à l'intérieur de nos communautés. Puisqu'en effet, lorsqu'on va partir, on l'a dit précédemment, ça va pas être su par les autres à l'extérieur. Et encore on est, tu vois, mais comment on peut s'auto-déterminer hors de nos communautés lorsque la mauvaise couleur de peau devient un marqueur négatif qui méconnaît l'identité insulaire de certains individus. Et c'est ce qui se passe avec toi, c'est ce qui peut se passer avec moi. Je sais qu'en Allemagne, quand j'ai dit que je suis guadeloupéenne, personne m'a jamais dit non. Tu n'es pas guadeloupéenne. Je sais pas si c'est quelque chose de culturel, tu vois, ou c'est que les Français qui sont comme ça, mais je sais que je n'ai jamais encore à ce jour rencontré d'Allemands qui m'aient dit non. Donc, c'est sûr que mon environnement a changé maintenant, je n'ai plus à me battre pour m'auto-déterminer, mais la question se pose, tu vois, comment on s'auto-détermine dans des environnements, en fait, où l'image coloniale est tellement forte qu'il ne nous laisse pas cet espace de détermination. Mais c'est ça, mais c'est tellement important de se la poser, cette question-là. Et je trouve ça vraiment intéressant d'entendre que toi, à Berlin, on te le remet plus en question, ou en tout cas, on te remet pas en question cet aspect-là, peut-être, de ton identité, tu vois. Et je trouve ça fascinant. Oui, c'est sûr. Dans tous les cas, il y aura toujours un truc. Mais écoute, je suis d'une part, en tant que femme antillaise Saint-Martinoise, je suis très contente pour toi de savoir que tu n'as plus à revendiquer ça dans ton quotidien là-bas, parce que c'est déjà une violence en moins que on peut inscrire au tableau. Donc super, on est très contents. Merci les Allemands. Mais en même temps, tu vois, c'est fou parce que ce que tu me partages, ça fait comme volte-face avec moi, mon vécu ici à Montréal, et à quel point finalement, je pense que ici, comme on est aussi sur un territoire colonisé, et que ici, on a vraiment des gros questionnements par rapport aux populations qui étaient là avant les colons, donc les Premières Nations finalement ici. Mais c'est fou à quel point, en fait, je me questionne à savoir si. Alors, ça va être un peu. Il faut que je mette mes idées en place. Mais je me demande si est-ce que le fait d'être ici aussi dans un espace colonisé, ça influe sur le degré auquel on va te remettre en question. Dans le sens où, et en même temps, tu vois, j'ai le goût de challenger ma propre question, parce que quand on va en France, c'est pas colonisé, c'est les colons. Mais pourtant, c'est eux qui nous remettent toujours en question aussi, tu vois. Donc, je me demande jusqu'à quel point est-ce que ma question peut être viable et valide finalement. Mais tu vois, je serais intéressée à savoir si quand tu es aussi dans un espace colonisé, est-ce que finalement les gens vont avoir encore plus tendance à te remettre en question, ou à juste finalement le gros bon sens voudrait qu'ils disent mais bien sûr je comprends, sans remettre en question. Je pense que en plus, tu sais, je pense que ça va être une réponse qu'on va pas pouvoir apporter toutes les deux. Non, mais c'est vrai que parler de migration et négociation identitaire vient à ce côté de vient de ce côté de l'autodétermination de soi. Et comment, en fait, l'autre sera toujours celui qui ne te laissera pas le choix et cet espace. C'est ça. Ah, finesse. Je suis tellement excitée parce que vous êtes toutes tellement intéressantes que à chaque fois que j'ai un interview avec vous, j'ai jamais envie de m'arrêter, mais encore une fois, toute bonne chose a une fin. Et
Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'éventuellement tu aurais un dernier commentaire, une dernière petite note, une touche de fin? Écoute, ce serait d'inviter de mon côté les Saint-Martinoises, mais plus largement aussi les ultramarins à vraiment s'identifier en tant que tel et de pas avoir peur de le faire. Peu importe l'autre qu'on a en face de soi, pas avoir peur de ses racines et les revendiquer parce que c'est une richesse et une beauté tellement importante que c'est ça. Force à mes compatriotes. Et si par exemple quelqu'un voulait poursuivre cette conversation avec toi, est-ce qu'on peut te contacter ou pour lire ton mémoire aussi? Je le mettrai en bio, mais... Ben oui, bien sûr, avec plaisir. On peut me contacter sur Instagram, plutôt à Julia Morel. Je pense que c'est J-8, le petit tiré du bas, Julia Morel, ensemble. Donc n'hésitez pas si bien sûr vous avez des questions ou vous voulez qu'on approfondisse, ça me fera super plaisir. Et puis sinon, de toute manière, à travers toi. Oui, bah oui. Et malheureusement, sur ces derniers mots, nous allons nous quitter. Du coup, je sais pas comment ça se passe pour toi pour le Covid, mais en tout cas, j'espère que tout va bien. Et il faudrait que je pense à donner des petits mots de réconfort quand je vous ai avec moi au micro. Surtout pour les gens qui nous écoutent, je sais que c'est pas une situation facile. Le confinement à Montréal, le nouveau confinement en France, aussi pareil. Du coup à Berlin, pas forcément un vrai confinement, mais des restrictions. Ouais, mais bon, on essaye de faire aller, comme on dit, et on voit où tout ça nous mène. En tout cas, Julia, je suis vraiment contente de t'avoir eue et c'était vraiment une conversation qui m'a énormément plu. Encore une fois, je pense que je suis plus fan de toutes mes invitées que vous ne le pensez. J'en reviens toujours avec des discussions vraiment cool et du coup je suis vraiment contente de t'avoir eu pour discuter avec moi finalement de migration, couleur de peau et négociation identitaire. Ouais, moi aussi je te remercie Mélissa, c'était super. Bon, du coup à très bientôt. Bye, à bientôt. Salut. C'était Femme Kachayeko. Vous pouvez m'écrire à femmekachayeko@gmail.com ou bien sur Instagram à femmekachayeko. Je réponds à vos emails, peut-être avec un petit peu de retard, mais je vous réponds toujours. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez surtout pas à le noter sur Apple Podcast. Plus on aura d'avis, plus on sera visible. Et surtout, partagez, aimez, likez et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!